En réalité, Vital Kamerhe ne peut plus jamais être directeur du cabinet du chef de l'État. Quel genre de directeur du cabinet du chef de l'État il peut être après avoir été vu en tenue de prisonnier à travers le monde? Quelqu'un qui paraissait très clairement qui paraissait comme un criminel. Il faut avoir aucune pitié pour ceux qui volent les ressources publiques. Donc, la crédibilité est partie. Vital Kamerhe en tant qu'homme politique n'a plus de crédibilité. Alors, espérer qu'il peut revenir diriger le cabinet du chef de l'État, en tout cas, moi je ne veux pas faire partie donc de cette République-là. Il serait mieux conseillé au président de la République de le remplacer immédiatement. Il a dit qu'il était un homme d'État, oui. Mais s'il est un véritable homme d'État, il devait dire « Je démissionne de mes fonctions de directeur de cabinet du président de la République ». Je comparais cela à un match de football. Et d'ailleurs, le match de football qui ne faisait que commencer, on a eu le premier quart du match, la pluie a commencé, on devait suspendre le match, on va reprendre le 25 et je crois que ce sera un très beau match qui va donner donc un très bon spectacle, un spectacle éducatif à la population congolaise. Il a dit qu'il n'était pas le seul superviseur du programme des 100 jours du président de la République. Ils étaient au nombre de 9. Il inclut même, chose rare dans beaucoup de pays, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, un gouverneur de la Banque centrale qui est soupçonné dans des histoires de ce genre-là. C'est inédit. Donc nous voulons connaître la vérité. Il faut que tout ce monde-là soit entendu au moins, et ceux qui sont coupables, et en ce moment-là, que ces gens puissent connaître la même sentence qui serait donnée à Kamerhe. Jusqu'à présent, on a l'impression que le président de la République n'a pas de main libre pour remplacer tous les corrompus et pour remplacer tous les kabylistes et les remplacer par des gens qui sont de son obédience ou bien qui ont des mains propres pour faire le travail qu'il faut. Si moi j'étais à la place de Félix-Antoine Tshisekedi, j'aurais fait comprendre à cet autre partenaire-là qui s'appelle Joseph Kabila de pouvoir se calmer et de me laisser libre, prendre toutes les initiatives qu'il faut pour faire fonctionner le pays en lui faisant voir que si on continue sur cette voie-là, c'est tout le monde qui est perdant, c'est le peuple congolais qui est perdant. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Pass Marandura Bonjour chers messieurs, vous qui nous suivez partout en ce net moment dans le monde entier, nous Africa Info, et c'est votre aimable émission Politique Info qui à ce jour a le réel plaisir de recevoir pour vous le docteur Noël Tchani Mwadiamvita. Noël Tchani Mwadiamvita, le docteur, il est un homme politique congolais, il était en fait candidat à la présidentielle de 2018 qui malheureusement n'a pas pu gagner son pari. Il continue son combat pour sauver son pays, il a des plans et nous allons commencer notre émission sur ces points. Toutefois, bonjour docteur Noël. Bonjour, merci de me recevoir ici. Comment vous allez? Je me porte relativement bien malgré le contexte de coronavirus qui a paralysé pratiquement tout le pays. Vous êtes un acteur politique. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation en République démocratique du Congo après une année et demie de l'alternance? Après une année et demie d'alternance au sommet de l'État, je peux dire que les réalisations sont en deçà de ce qu'on avait souhaité. On ne sent pas encore de changement. Il y a beaucoup de problèmes qui ont paralysé le fonctionnement normal du pays. Le coronavirus est venu s'ajouter à cela, mais bien avant le coronavirus, on avait le système Kabila qui continuait à être en place, le système qui était décrié par tous les Congolais, qui était caractérisé par la corruption, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics, la mauvaise gouvernance, le manque de justice pour le peuple congolais. Donc tout ce système-là continue à être en place. On ne sentait pas encore le changement que le peuple avait souhaité voir. On a vu changement au sommet de l'État avec changement de chef de l'État, mais en dessous de cela, rien n'a changé.
Pandémie, coronavirus, pensez-vous que la prise en charge de la RDC ou la manière dont le ministère de la Santé, l'équipe de riposte, est-ce que ce travail-là est bien fait? Vous êtes au moins satisfait, bien que l'homme est éternel insatisfait, mais néanmoins les efforts fournis aujourd'hui dans notre pays vous prouvent quand même qu'il y a du sérieux. Je ne suis pas du tout satisfait avec ce que nous avons fait en tant que pays pour combattre la propagation de la maladie. D'abord, nous avions fermé les frontières trop tard. La maladie était déjà entrée. On aurait dû prendre cette décision beaucoup plus tôt que ça. Mais après ça, les moyens mis à la disposition de l'équipe de riposte sont tellement minimes que ça a dévoilé la faiblesse de l'État congolais. Dans d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique, vous avez entendu parler de 2200 milliards de dollars mobilisés par l'administration américaine pour faire face à la pandémie. En Europe occidentale, 400 milliards de dollars en Angleterre, 300 milliards de dollars en France, ainsi de suite. Mais ici, en République démocratique du Congo, on a dû mettre sur la table 1,8 million de dollars. C'était ridicule, c'est comme des enfants qui jouent donc dans le sable, qui ne prennent pas la maladie au sérieux. Et le Premier ministre est passé au Parlement tout récemment et dit qu'ils ont dû faire des efforts. Ils sont maintenant à 3 millions de dollars. Donc tout ça, ça montre simplement que l'État congolais n'a pas de moyens. Et tous les moyens ont été privatisés, toutes les ressources ont été volées. Et donc, je peux dire que mon pays n'a pas mobiliser tous les efforts qu'il faut pour faire face à une pandémie meurtrière qui risque donc de décimer la population congolaise. Donc vous voyez que le système Kabila doit être déraciné? Il faut déraciner le système Kabila parce qu'il a échoué. Le système Kabila, moi je dis que si il faut déraciner le système Kabila, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il faut faire fonctionner la justice. Il faut avoir aucune pitié pour ceux qui volent les ressources publiques. Et jusqu'à présent, on a l'impression que le président de la République n'a pas de mains libres pour remplacer tous les corrompus et pour remplacer tous les kabylistes et les remplacer par des gens qui sont de son obédience ou bien qui ont des mains propres pour faire le travail qu'il faut. Vous êtes un scientifique, vous savez qu'il est buté à un problème dont il n'a pas la majorité au Parlement. Il est censé faire une coalition pour qu'il y ait la cohabitation au Parlement. Donc il n'a pas le choix, il ne peut qu'évoluer comme tel. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si on est venu au pouvoir pour être en coalition avec des gens qui paralysent le fonctionnement du pays, bon, c'est sa vision. Mais moi, ma vision, c'est que si on arrive au pouvoir, c'est pour faire le bien pour le peuple congolais. Et pour faire le bien pour le peuple congolais, il faut utiliser tous les moyens possibles pour arriver à cet objectif-là. Et il s'est fait qu'en maintenant les mêmes personnes, on ne peut pas réaliser le bien pour le peuple congolais qu'on souhaite. Si moi, j'étais à la place de Félix-Antoine Tshisekedi, j'aurais fait comprendre à cet autre partenaire-là qui s'appelle Joseph Kabila, de pouvoir se calmer et de me laisser libre, prendre toutes les initiatives qu'il faut pour faire fonctionner le pays en lui faisant voir que si on continue sur cette voie-là, c'est tout le monde qui est perdant. C'est le peuple congolais qui est perdant. C'est moi-même, le président de la République, en ce moment-là, Félix-Antoine Tshisekedi, qui serait perdant, mais c'est lui-même, Joseph Kabila, parce que tôt ou tard, ce peuple va se révolter contre ce système qui a échoué et qui ne fait pas de progrès pour améliorer la vie donc, des Congolais. Voilà, parlons de plan Marshall. C'est quoi les plans Marshall du Dr Noël Tchani? C'est une vision de développement pour sortir le Congo du sous-développement, en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans. Nous avions préparé ce plan avant la pandémie coronavirus. Nous sommes en train de l'actualiser aujourd'hui pour intégrer les données les conditions créées par la pandémie, et nous pensons que le plan tel que nous l'avons aujourd'hui représente la véritable vision que notre pays doit avoir pour sortir donc de cette situation chaotique et devenir un pays qui fait des progrès. Vous savez, la pandémie a eu l'avantage de nous montrer que nous ne sommes pas préparés à quoi que ce soit. Par exemple, dans le domaine de la santé, la pandémie a démontré que le Congo n'a pas un seul hôpital digne de son nom équipé pour traiter une crise sanitaire de cette ampleur-là. Donc,
Nous devons aujourd'hui faire un état des lieux et aujourd'hui donc décider de pouvoir réhabiliter les hôpitaux qui existent. Réhabiliter, quand je dis réhabiliter, on doit regarder est-ce que c'est faisable même de réhabiliter ou bien il faut détruire les hôpitaux qui existent pour construire donc de nouveaux hôpitaux. J'ai toujours parlé de l'hôpital général de référence, ex-Mamayemo de Kinshasa. Quand vous arrivez là-bas, vous trouvez que c'est un hôpital qui n'existe que de nom. Il ne faut même pas passer le temps à se dire est-ce qu'il faut réhabiliter le pavillon tel, ainsi de suite. Là. Il faut purement et simplement concevoir un nouvel hôpital, détruire tout ce qui existe, reconstruire à partir de zéro et donner au peuple congolais un hôpital des standards internationaux. Faire la même chose avec l'Ingaliema, avec clinique danoise ou clinique quinoise, à faire la même chose avec les cliniques universitaires et aller dans toutes les provinces de la République. Concevoir de nouveaux hôpitaux construire à partir de zéro. Et moi, dans le cadre du plan Marshall, je propose qu'on puisse planifier de construire un hôpital moderne pour chaque 1 million d'habitants. Nous sommes 100 millions d'habitants aujourd'hui. Okay. Donc, on doit construire environ 100 hôpitaux modernes à travers tout le pays. C'est comme vous faisiez les zones de santé. Bon, Mobutu n'était pas une référence parce qu'il nous a laissé un pays totalement en faillite aussi. Donc, moi, je pense que nous devons reconstruire à partir de zéro en nous inspirant donc du modèle des pays qui sont plus avancés que nous. Et j'étais tout récemment en Indonésie. J'étais dans un hôpital, j'étais dans un hôtel, l'hôtel Méridien Jakarta. J'ai eu un petit malaise, il fallait m'amener à l'hôpital. Et pour m'amener à l'hôpital, donc, on a fait moins de 5 minutes de là où j'étais. Et j'ai posé la question, on m'a dit que partout dans tout le pays, c'est comme ça. Donc, vous pouvez aller à une distance donc, de 10 minutes de là où vous êtes dans un hôpital moderne. C'est ça que nous devons chercher donc, à faire dans notre pays. Je pense que si nous le faisons, on va donner au peuple congolais un système de santé digne de son nom. Donc, réhabiliter les hôpitaux, maintenant, former les médecins et les infirmiers en nombre suffisant, et les payer correctement pour qu'ils puissent faire leur travail, ne pas émigrer, aller travailler à l'étranger et fuir la République démocratique du Congo. Et nous devons aussi mettre en place un système d'assurance maladie universelle qui permette à chaque Congolais de se faire prendre en charge au cas où il tombe malade. Donc voilà plus ou moins la vision que nous avons dans le domaine du secteur de la santé, mais nous devons avoir donc la même vision, une vision similaire dans chacun des secteurs de la vie économique et sociale pour relancer le développement du pays. Pensez-vous qu'avec l'homme congolais, vous pouvez gagner ces paris? Parce que quand vous parlez que les médecins doivent être formés ici et travailler pour la RDC, mais nous avons les cas échéants, c'est celui du docteur Jérôme Mouniangé qui venait à peine d'être reçu par le chef de l'État, qui selon l'histoire, il a été même empoisonné, arrêté par plusieurs fois parce qu'il faisait des recherches qui mettaient mal à l'aise aux partenaires de santé indo-pakistanais. Est-ce que l'homme congolais peut adhérer à ces plans Marshall pour faire évoluer les pays, selon vous? Le Congolais n'est pas bête. Le Congolais a besoin qu'on lui montre le chemin pour qu'il sache pourquoi on fait certaines choses et quels sont les objectifs qu'on cherche donc à réaliser. De ce point de vue, je pense que le leadership au niveau du pays est très important. Ce leadership doit être visionnaire, avoir la vision, expliquer cette vision au peuple congolais en disant si nous faisons ceci, voici à quoi nous allons parvenir en tant que pays. Et si les Congolais comprennent, ils vont adhérer à cette vision-là. Le cas que vous venez de mentionner de Dr Jérôme Mouniangé est un cas tout à fait général dans notre pays. Nous autres ici, nous avons été formés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le gouvernement du Zaïre, avec l'idée que une fois qu'on a terminé les études et qu'on a eu de l'expérience professionnelle, on serait utilisé par la République démocratique du Congo. Vous vous rendez compte que depuis qu'on a terminé les élections, nous sommes dans un pays où il n'y a pas un seul spécialiste de développement. Le seul spécialiste de développement que vous avez, c'est Dr Noël Tchani. Et le Congo est incapable de pouvoir me dire, travaillons ensemble pour aller de l'avant. C'est une preuve suffisante que nous n'avons pas de vision au sommet de l'État. Quand je serai chef de l'État, tous les Congolais qui ont quelque chose à contribuer pour leur pays vont trouver leur compte. Pourquoi? Parce qu'on va les mettre à contribution. Nous avons une vision qui a besoin de tout le monde. Nous voulons qu'on ait cette vision au sommet de l'État et qu'on utilise donc maintenant tous les Congolais à pouvoir mettre en œuvre la vision, chacun dans son domaine. C'est une question de pouvoir donc s'organiser. Et cette organisation nous manque aujourd'hui. C'est ça que j'essaie donc de promouvoir. Je voudrais que chacun de nous sache qu'il sera utile ou qu'il est utile à notre pays
et qu'il va jouer un rôle, si on arrive donc à doter le pays des structures qu'il faut et de la vision qu'il faut pour que le pays puisse donc démarrer. Mais puisque vous avez cette chance et vous êtes le seul spécialiste en développement, mais pourquoi ne pas rejoindre votre frère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vous alliez à lui, et vous l'aidez à aider ces pays à s'épanouir et puis vous préparez votre mandat. Est-ce qu'il n'est pas important, si vous êtes un vrai nationaliste, de vous rallier à celui qui est à la tête de ces pays pour lui donner une main forte et envie de faire développer ces pays? Je suis un vrai nationaliste, un vrai patriote. Parce qu'après les élections présidentielles, parce que je n'avais pas gagné, je n'ai pas plié bagage pour rentrer aux États-Unis. J'ai pris les 5 volumes du plan Marshall et je suis allé voir celui que vous appelez mon frère, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je lui ai donné les 5 volumes du plan Marshall en lui disant « Je vous souhaite bonne chance. Si vous en avez besoin, utilisez ça. Si vous avez besoin de moi, je suis disponible. Et si vous voulez qu'on mobilise d'autres Congolais pour arriver à mettre en œuvre cette vision telle qu'on l'avait apprêtée, nous sommes prêts à le faire. » Donc la balle se trouve dans ce camp. Nous avons fait ce que nous devions, on ne peut pas lui forcer la main. On a fait ce qu'on devait faire. Il a la vision donc dans ses mains. C'est à lui de pouvoir donc la lire et de savoir par où commencer pour pouvoir la mettre en œuvre. Mais on dit que nous, Congolais, nous avons un problème que celui de la lecture. Le Congolais n'est pas fort en lecture. Il ne sait pas sonder les écrits et sortir les idées. Est-ce les cabinets lui a aidé à vérifier, à comprendre c'était quoi le plan Marshall? Ça, je ne saurais pas répondre. Je ne fais pas partie de ce cabinet-là. Je ne sais pas comment ils passent leur journée. Je ne sais pas ce qu'ils lisent et ce qu'ils ne lisent pas. Et je ne sais pas s'ils lisent ou ne lisent pas. Je ne peux pas répondre donc à cette question. Il faudrait poser la question au président de la République et à son cabinet pour savoir ce qu'ils ont fait du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC qui avait été remis au chef de l'État. Docteur Noël Tchani Modianvita, croyez-vous à cette instauration d'un État de droit de nos jours en République démocratique du Congo? Moi, je suis un homme optimiste. Je crois sincèrement que c'est possible de changer la RDC. Et je crois aussi que c'est possible de changer la RDC si on prêche par l'exemple. C'est pour cela que je salue l'action prise pour l'instant par la justice congolaise. La justice congolaise d'amener des gens qui sont soupçonnés d'avoir mis les mains dans les caisses de l'État. Vital Kamerhe et ses complices. Donc, on les a amenés devant la barre. Nous attendons à ce qu'il y ait un procès transparent, un procès équitable où on leur donne des moyens de se justifier et en même temps aussi nous voulons connaître la vérité. Mais le procès qui va non seulement juger Vital Kamerhe en tant qu'ancien directeur du cabinet du président de la République, mais le procès qui va juger Vital Kamerhe avec tous les complices. J'ai entendu, il a mentionné lui-même hier, il a dit qu'il n'était pas le seul superviseur du programme de 100 jours du président de la République. Ils étaient au nombre de 9. Il inclut même, chose rare dans beaucoup de pays, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, un gouverneur de la Banque centrale qui est soupçonné dans des histoires de ce genre-là. C'est inédit. Donc nous voulons connaître la vérité. Il faut que tout ce monde-là soit entendu au moins, et ceux qui sont coupables, et en ce moment-là, que ces gens puissent connaître la même sentence qui serait donnée à Kamerhe ou proportionnellement par rapport à l'implication qu'ils avaient donc dans ce programme de 100 jours. Donc, nous attendons beaucoup donc de ce signal très fort à travers donc ce procès pour que tout le peuple congolais soit éduqué, informé que les choses ont changé et que désormais, si vous êtes un officiel, vous travaillez dans des fonctions publiques, vous mettez la main dans la caisse de l'État, il y aura, on va vous attraper, et on va vous mettre devant la barre et vous allez faire 20 ans, 30 ans en prison et on va récupérer tout ce que vous aviez donc détourné. Donc c'est ça que nous attendons donc de ce procès et je pense que le signal sera très fort si la sentence est aussi très forte. Déjà, nous sommes face à quelqu'un qui croit, il est plus optimiste, mais les communs des mortels, la population congolaise dit que ça c'est un théâtre. Et la population attend la vraie version du procès. Vous étant scientifique, étant un leader qui a une vision pour ces pays, juste la lecture, après avoir suivi la première séance du procès,
vous avez donné la chance aux juges. Les juges étaient là, sans froid, ils étaient compétents, ils étaient sans crainte. Est-ce que vous estimez que cette juridiction sera capable d'amener et de dire les droits comme il faut? Ben, moi, je suis optimiste. Oui. J'ai entendu les juges parler, j'ai entendu les avocats de tel ou tel parti parler. Nous avons des compétences dans ce pays. Ce ne sont pas des compétences qui manquent. Parfois, il y a mélange entre compétences et parfois influence. Tel que j'ai entendu les choses se dérouler hier, j'ai confiance que ces juges-là vont nous donner le meilleur procès que nous pouvons mériter dans ce cas-ci pour éduquer la population. J'ai entendu les avocats qui représentent la République, first class. J'ai entendu ces avocats qui représentent donc la défense, les présumés. Bon, j'estime qu'ils connaissent aussi donc ce qu'ils font. Alors, à la fin de la journée, je comparais cela à un match de football. Et d'ailleurs, le match de football qui ne faisait que commencer, on a eu le premier quart du match, la pluie a commencé, on devait suspendre le match. On va reprendre le 25 et je crois que ce sera un très beau match qui va donner donc un très bon spectacle, un spectacle éducatif à la population congolaise. Docteur Noël Tchani, Vital Kamerhe, pour la première fois, il a comparé au nom du président de la République étant directeur de cabinet. Mais ce qui va nous étonner, c'est que quelques heures après, il y a une ordonnance qui est lue par les porte-parole du chef de l'État. Mais dans cette ordonnance, on ne parle pas de sa suspension ni non plus de sa révocation. Mais plutôt, il y a quelqu'un qui va faire son intérim, son adjoint, qui va maintenant faire son intérim. Est-ce que Vital Kamerhe continue à être directeur de cabinet vu cette ordonnance lue, ou il est suspendu vu son indisponibilité selon cette ordonnance? Non, l'ordonnance telle qu'elle a été lue veut dire simplement que Vital Kamerhe continue à être directeur de cabinet, mais il est empêché, et que pendant qu'il est empêché, il y a quelqu'un d'autre qui assure son intérim. Ce qui n'est pas correct. En réalité, Vital Kamerhe ne peut plus jamais être directeur du cabinet du chef de l'État. Quel genre de directeur du cabinet du chef de l'État il peut être après avoir été vu en tenue de prisonnier à travers le monde, quelqu'un qui paraissait très clairement à un criminel, qui paraissait comme un criminel, même s'il est présumé encore être innocent. Donc la crédibilité est partie. Vital Kamerhe en tant qu'homme politique n'a plus de crédibilité. Alors, espérer qu'il peut revenir diriger le cabinet du chef de l'État, en tout cas, moi je ne veux pas faire partie donc de cette république-là. Moi, je pense qu'il faut être sincère avec soi-même. Il serait mieux conseillé au président de la République de le remplacer immédiatement. Il serait même mieux conseillé à Vital Kamerhe d'être, il a dit qu'il était un homme d'État. Mais s'il est un véritable homme d'État, il devait dire « Je démissionne de mes fonctions de directeur de cabinet du président de la République parce que je suis dans l'impossibilité d'exercer ces fonctions-là et si je suis blanchi, on pourra voir ce que je peux faire par la suite. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur ma défense. Je vais quitter les fonctions, je vais démissionner. Mais parce qu'il n'a pas démissionné, il n'a pas été homme d'État suffisamment pour pouvoir prendre cette décision-là, j'aurais conseillé au président de la République purement et simplement d'utiliser son stylo rouge au lieu d'utiliser le stylo vert qu'il a utilisé hier pour désigner un intérimaire. Donc, actuellement, Vital Kamerhe n'a aucune crédibilité pour devenir directeur du cabinet du chef de l'État. Et le chef de l'État aurait bien dû avoir le courage de le remplacer immédiatement. Mais je ne connais pas les raisons qui sont derrière donc, cette désignation d'un intérimaire. Et je ne sais pas ce que le président de la République envisage de faire donc prochainement. Mais pour l'instant, moi, si j'étais à la place du président de la République, j'aurais pris une autre décision que celle qui a été prise hier. Voilà, docteur Noël Tchani, on va citer un dernier sujet. Vous êtes quelqu'un qui connaît comment vous avez déjà un esprit de diriger, mais aujourd'hui, nous connaîtrons de plus en plus la dépréciation du franc congolais, la monnaie, c'est comme s'il y a un problème. Économiquement, le Congo ne respire pas. Qu'est-ce qu'il faut, docteur Noël Tchani, proposer à tous ceux qui nous suivent? Votre réflexion, votre réaction, pourquoi il y a la dépréciation de la monnaie de la République démocratique du Congo? La monnaie nationale est le reflet de la force ou de la faiblesse de l'économie du pays. Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre monnaie ne vaut rien. Et j'ai beaucoup de peine à utiliser ce mot ici parce qu'il s'agit de la monnaie de mon pays, de ma monnaie à moi. Je dis bien que notre monnaie, c'est la monnaie des singes, c'est-à-dire une monnaie qui ne tient pas debout, qui n'a aucune valeur.
Vous vous rappelez, en 1998, quand on a introduit le franc congolais, un dollar achetait 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, avant le démarrage de la crise de 98 même. Avant le démarrage de la crise de Covid-19, un dollar achetait 1600 francs congolais. Un mois plus tard, nous sommes à 1 dollar égal à 1900 francs congolais. Notre monnaie de 1998 à ce jour a perdu près de 150 000 fois sa valeur. 150 000 fois sa valeur. Donc, du début de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, on a déjà perdu près de 30 ou 35% de la valeur de la monnaie. Donc, ça veut dire que cette monnaie-là, c'est l'instrument principal de paupérisation de la population. Le peuple congolais ne peut pas conserver de pouvoir d'achat avec cette monnaie. Alors, maintenant, quelles sont les causes? Les causes, c'est que notre économie ne produit rien. Nous sommes une économie dépendante purement et simplement de l'extérieur. Nous importons du tout, y inclut notre propre nourriture. Deux, c'est que nous exportons à l'extérieur, ce sont des matières premières. Or, avec la baisse de la demande globale du fait que la pandémie a affecté les économies américaines, chinoises, mais également européennes, il y aura moins de demande de production de nos matières premières qu'avant. Par conséquent, baisse de la demande globale sur le marché international veut dire baisse des exportations congolaises vers l'extérieur, c'est-à-dire aussi baisse des recettes d'exportation, c'est-à-dire baisse aussi donc de la disponibilité de devises étrangères, des réserves d'échange pour faire face donc à nos besoins quotidiens. De ce point de vue-là, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de pouvoir recourir à la planche à billets pour pouvoir financer des projets courants. Vous savez qu'à la fin du mois d'avril, il était prévu que le Congo allait avoir un excédent budgétaire de 34 milliards de francs congolais. Excédent budgétaire. À la place de cet excédent budgétaire-là, nous avons réalisé un déficit budgétaire de 620 milliards de francs congolais. Ça veut dire que nous avons dépensé trop d'argent par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans la caisse. Et comment est-ce que nous avons financé cela? En faisant la planche à billets. Conséquence, la monnaie, on a produit trop de francs congolais par rapport aux devises étrangères disponibles dans le pays. Conséquence, les taux d'échange se déprécient en défaveur donc du franc congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut faire chaque chose en ordre. Toutes les choses donc en ordre. La première des choses, c'est que la Banque centrale a perdu crédibilité et le contrôle de la monnaie. Il faut changer le leadership de la Banque centrale, le gouverneur de la Banque centrale, le vice-gouverneur. Il faut changer le conseil d'administration. Nous avons un conseil d'administration de la Banque centrale dont les mandats ont expiré depuis 2003. Il faut remplacer, nommer de nouveaux administrateurs. Dans les membres du conseil d'administration, on a même des gens à crédibilité douteuse. Albert Youm a fait partie du conseil d'administration de la Banque centrale, accusé donc de détournement de 200 millions de francs congolais, même si ce n'est pas encore prouvé. Ça, ce n'est pas une banque centrale qui peut tenir debout, qui a des crédibilités pour concevoir et mettre en œuvre la politique monétaire. Donc, il faut changer toute cette équipe-là, recommencer à zéro. Mais au niveau national, nous avons besoin aussi d'avoir un gouvernement qui a une vision, qui présente un projet de développement à moyen, à court, à moyen et à long terme et commence à exécuter ce projet de développement tout en ayant une politique économique et une politique budgétaire rigoureuse. Donc, si on a au niveau du gouvernement la politique budgétaire et la politique économique cohérente et rigoureuse, et on a au niveau de la Banque centrale la politique monétaire et d'échange crédible, on pourrait avoir cette combinaison pour donner au Congo une monnaie nationale crédible qui tienne debout et qui n'expose pas le peuple congolais à la perte de pouvoir d'achat tous les jours comme nous l'avons aujourd'hui. Donc, si l'économie de la République démocratique du Congo souffre, c'est selon vos explications, c'est un problème se situe au niveau de la monnaie nationale. Non, l'économie souffre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de politique économique et budgétaire crédible. Et au niveau de la Banque centrale, nous n'avons pas de politique monétaire et d'échange soutenable. Et maintenant, nous n'avons pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et nous n'avons pas de vision qu'il faut pour arriver à orchestrer toutes les choses de façon à créer des emplois, à produire plus, à voir, par exemple, aujourd'hui, comment voulez-vous qu'un pays qui a tant de terres arables, qui a tant d'eau, de rivières, qui peut attraper des poissons, qui peut faire la pêche, nous importons pratiquement donc du tout. Nous devons repartir donc aux basics, relancer la production nationale,
la production nationale au niveau de l'agroalimentaire, mais également au niveau de nos mines, au niveau du secteur touristique, au niveau des secteurs des services, des secteurs financiers. Si nous arrivons à réorganiser ces choses-là, comme il se doit, en ce moment-là, nous pouvons espérer avoir une monnaie nationale crédible. Mais si nous continuons à être ce que nous avons aujourd'hui, nous allons avoir toujours la monnaie des singes telle que celle que nous avons. Je suis même préoccupé par une chose. Pendant cette période de lutte contre la pandémie, la monnaie congolaise, il faut regarder donc la qualité des billets des banques. C'est très sale. Ces billets-là sont devenus l'agent de propagation du virus, du coronavirus. Donc on nous dit qu'il faut nous laver les mains tous les jours, mais vous vous lavez les mains et vous touchez les francs congolais qui sont très sales. Et qu'est-ce que nous réalisons? Donc je considère que nous devons faire la réforme monétaire le plus rapidement possible, évacuer tous ces billets qui sont devenus aujourd'hui problématiques pour que le Congo puisse espérer avoir des billets en bonne santé, mais qui donnent aussi à l'occasion au peuple congolais de ne pas se faire contaminer avec ces signes monétaires qui ne sont pas de qualité. Voilà, Dr Noël Tchani Modianvita. Madame le ministre de l'économie venait à peine de dire aux bailleurs de fonds, surtout au secteur des hydrocarbures, il y a la baisse des prix des carburants. Ceci est un signe quand même fort où elle a songé, où le gouvernement a songé au transport, aux moyens de communication en République démocratique du Congo. Ça peut faire quelque chose de positif plutôt dans notre pays. Oui, moi je pense que c'est une bonne décision. Il y a d'abord baisse considérable des prix de pétrole sur le marché international, près de 30%. Donc, c'est tout à fait normal que les importateurs de pétrole puissent répertorier cette réduction de baisse des prix de pétrole sur les niveaux des prix applicables sur le carburant en République démocratique du Congo. Donc je salue la décision prise par la ministre de l'économie nationale dans ce sens-là. Mais il faut maintenant qu'on s'assure que cette réduction des prix à la pompe, du pétrole à la pompe, que cette répercussion puisse aussi être ressentie sur les prix des biens de première nécessité, parce que pour pouvoir transporter le maïs, le manioc, les sacs d'arachide et consorts, on utilise le transport qui utilise le carburant. Si les prix des carburants ont baissé, il faut qu'on puisse ressentir cela aussi sur les prix d'autres denrées alimentaires dans le pays. C'est là que le travail du ministère de l'économie doit pouvoir être fait pour amener tous les agences économiques à passer ces épargnes-là, ou ces savings, comme on dit donc en anglais, réalisés sur les prix des carburants à d'autres produits donc dans le pays. Merci, Dr Noël Tchani. Nous chutons, c'est une dernière question. Vous venez d'exposer une intelligence de la République. Vous avez quand même aidé les Congolais à comprendre sur certaines questions. Mais quel est l'apport de votre projet de société au peuple congolais, surtout au petit peuple? Mon projet de société est disponible, comme je l'ai dit, non seulement aujourd'hui, mais je suis en train de le peaufiner encore pour l'avenir. Ce qui a fait défaut à notre pays, c'est manque de vision, vision à court, à moyen, à long terme. Nous avons souvent eu des gouvernements qui se gèrent au jour le jour, et chaque fois que ce gouvernement disparaît, il emporte tous les dossiers, on recommence donc à zéro. J'informe le peuple congolais que le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est une véritable vision de développement. Je l'ai conçu de ma propre main avec la participation de beaucoup d'autres Congolais, et on a utilisé ce que j'appelle la main experte. On a utilisé les meilleures expériences donc, dans le monde. On a vu ce qui s'est passé en Argentine, ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui s'est passé donc à Barbados, dans les îles Vierges britanniques, un peu partout. Et on a tiré les meilleures leçons possibles pour concevoir cette vision de développement. Nous allons terminer la mise à jour de cette vision de développement dans les semaines, sinon dans les mois qui viennent. Une fois que nous avons terminé, nous allons commencer, aussitôt que cela est possible, à faire la sensibilisation, aller d'une province donc à l'autre, pour aller d'une université à l'autre, d'une école secondaire donc à l'autre, pour obtenir l'adhésion du peuple congolais à cette vision de développement. Si nous arrivons à adopter cette vision comme étant notre Bible, comme étant notre bouquin principal pour le développement du pays, et nous mettons cela en œuvre avec la participation de tous, je vous promets que dans 15 ans, ce Congo sera un pays émergent. On aura transformé fondamentalement ce pays pour qu'il devienne ce que nous n'avons jamais vu jusqu'à présent. Donc, au lieu d'envier les pays européens, les pays asiatiques,
nous pouvons transplanter aussi donc cette façon de faire les choses là dans notre pays pour que le Congo devienne un meilleur pays que ce que nous avons aujourd'hui. Donc je vous invite tous à prendre connaissance de ce plan Marshall. Quand vous allez entendre qu'il y a une présentation qui est faite dans votre quartier, dans une université à côté, venez participer pour que nous puissions à la fin adopter une version finale qui intègre pour le développement de la RDC. Espérons que cette fois-ci, vous n'allez pas dénoncer qu'il y a eu vol scientifique de l'autre côté, parce qu'il y a 2 ans passés que vous lamentez qu'il y avait un homme politique, un candidat qui avait pris votre plan, qui voulait en faire son propre plan. Mais vous savez, mon plan Marshall a été copié par tout le monde. Il ne faut pas se voiler la face. Prenez tous les projets de société d'autres partis politiques. Sans exception, ils ont copié le plan Marshall d'une façon ou d'une autre. La seule différence, ils n'ont pas réussi à l'expliquer. Vous entendez quelqu'un dehors là expliquer son plan Marshall similaire à celui-ci? Ils peuvent copier, faire le plagiat, mais à la fin, il y a toujours l'auteur. L'auteur garde ça dans la disquette qui se trouve dans sa tête. On ne peut pas transférer cela donc dans les têtes d'autres personnes. C'était Dr Noël Tchani. Nous espérons que vous êtes satisfait de cette émission, cette petite entrevue que nous avons faite. J'espère que le public va pouvoir apprendre quelque chose de cet échange et à tout moment, vous serez le bienvenu pour qu'on puisse échanger davantage sur d'autres sujets d'intérêt national. Merci de votre disponibilité, Dr Tchani. Déjà, dans une semaine, nous allons revenir pour parler de la guerre des eaux en République démocratique du Congo, où, selon nos recherches, que la République est menacée avec nos eaux, et peut-être que vous êtes expert en développement, vous allez nous le dire, si dans les jours à venir, l'eau sera le patrimoine commun mondial. C'est aussi une question que nous allons revenir dans peu de temps. Merci de votre disponibilité et fidèles téléspectateurs d'Africa Info, tenez que le docteur Noël Tchani Mwadianvita va devoir défiler dans notre plateau de Politique Info plusieurs fois parce que nous avons besoin de développement de ces pays. Merci à la réalisation de cette émission. Je vois Château Kolo qui a réalisé cette émission. Merci à Odette Lessa. Merci à José Moulumba. En tout cas, merci au top manager Franck Dissouka Stemay. Merci, chers messieurs. Vous et moi, nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de Politique Info. Merci chez vous. Banakin, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemay, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura.